Bonsoir et merci de nous rejoindre sur France 3 Alsace, France 3 Champagne-Ardenne et France 3 Lorraine. Place au grand débat ce soir à 4 jours du premier tour des élections régionales, élections qui se dérouleront les 6 et 13 décembre prochains. 5 invités sur ce plateau, bonsoir à vous. Jean-Pierre Masseret, tout d'abord, tête de liste pour le Parti Socialiste. Philippe Richert, tête de liste pour l'Union de la droite et du centre. Florian Philippot, tête de liste, bonsoir, du Front National. Patrick Perron, tête de liste pour le Front de gauche. Et enfin, Sandrine Bélier, tête de liste pour Europe Écologie Les Verts. Vous êtes avec nous pendant 1 heure et quart même, agriculture, transport, lycée, quelques-uns des thèmes que nous allons aborder ensemble ce soir. Et puis nous vous interrogeons également sur vos professions de foi. Nous les avons toutes lues et bien lues. Vous nous ferez quelques explications de texte au cours de ce débat pour bien comprendre ce qui se cache derrière quelques formules ou expressions parfois un peu convenues. Avant d'aborder vos différents programmes, parlons de cette campagne qui, pour les uns et les autres, a été particulière dans une France choquée par les attentats du 13 novembre. Une France aujourd'hui en état d'urgence, situation exceptionnelle qui a forcément pesé sur cette campagne des élections régionales, Mathieu. Et on va le voir tout de suite dans ce sondage publié par Ipsos Teria pour France Télévisions avec ces 2 données clés. Les thèmes nationaux ont désormais pris plus d'importance que les thèmes régionaux. Vous le lisez à 56%. L'inversion a eu lieu depuis les attentats du 13 novembre donc. Et en détail, ce sont les thèmes suivants qui compteront le plus dimanche dans le choix de vote de vos électeurs. Alors si les impôts et les taxes sont toujours en tête, insécurité, délinquance, immigration montent en flèche et le chômage, vous le lisez, redescend à la 4e place. À noter enfin tout de même que dans les thèmes régionaux, cette fois, c'est le développement économique qui intéresse le plus vos électeurs, tous vos électeurs d'ailleurs, qu'ils soient de gauche ou de droite. Je vous propose pour commencer un rapide tour de table sur cette manière dont vous avez vécu la campagne, ces enjeux nationaux qui ont pris le pas sur les thématiques régionales. Ça a forcément compliqué votre travail sur le terrain. Sandrine Bélier, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que ça a été plus difficile d'être entendu dans cette campagne cette année? Alors, je vais d'abord préciser une toute petite chose. Je conduis une liste de rassemblement qui comporte plusieurs partis politiques, Europe Écologie Les Verts, le Mouvement écologiste indépendant, le PRG, mais également des élus sans étiquette et des citoyens engagés sur le grand territoire. Pour répondre à votre question, oui, ça a été difficile, au moins pour 3 raisons. D'une part, une réforme territoriale inconnue et incomprise par nos concitoyens. Donc ça a demandé beaucoup de temps, de pédagogie, et plutôt que de parler des propositions, d'expliquer ce qu'était cette nouvelle grande région. Et puis les attentats du 13 novembre nous ont bouleversés nos concitoyens, mais nous ont bouleversés aussi, nous, candidats. Il a été très difficile de reprendre cette campagne après ces événements. Et puis enfin, c'était du coup une campagne assez courte pour véritablement pouvoir mettre en débat les propositions que l'on peut porter à l'échelle de la grande région pour les habitants de la grande région. Alors vous dites effectivement une campagne assez courte. Au final, Florian Philippot, on peut dire que vous avez tous perdu 15 jours de campagne d'une certaine manière. Vous les avez rattrapés au final ? On ne les rattrape pas, mais il était absolument naturel que chacun mette entre parenthèses sa campagne lors de cet épouvantable attentat et puis pendant le deuil national que nous avons tous respecté. Je crois que ça s'imposait, qu'il y reste des choses de ce qui s'est passé. Il y a une gravité dans le pays qui s'est installée. Il y a une inquiétude aussi à laquelle il faut répondre qui s'est installée ou qui s'est renforcée. Mais du point de vue de la campagne, je crois que il nous faut être présents parce que c'est la victoire de la démocratie par rapport au terrorisme que justement d'être capable de maintenir les élections même dans des circonstances extrêmement dramatiques et d'apporter des réponses de fond à ces grands enjeux que sont cette fusion qu'on n'a pas voulu, en tout cas côté Front National, de ces régions, que ce soit le développement économique, que ce soit l'accueil des migrants, que ce soit les transports, que ce soit l'aménagement du territoire. Voilà. Et je crois que ce sont des thématiques sur lesquelles nous avons le devoir de répondre parce qu'ils intéressent la vie quotidienne de nos compatriotes. Philippe Richert, sur le terrain, après les attentats, les gens vous parlaient comment et de quoi? D'abord, je veux dire que c'était déjà compliqué avant. Ces attentats, c'était difficile de reprendre après. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les gens sont plus ouverts à discuter qu'avant les attentats, parce que d'une certaine façon, le débat politique a repris sa place et le politique a un peu plus repris sa place. Alors c'est clair que les sujets sur la sécurité sont présents,
Mais c'est vrai aussi que nous avons la responsabilité de porter les sujets qui sont ceux qui sont portés par un conseil régional. C'est-à-dire que bien sûr, on peut parler de la sécurité, on peut parler d'immigration, mais ce ne sont pas d'abord les sujets du conseil régional. Et donc les sujets principaux que nous abordons lors des débats, des rencontres, mais aussi lors des débats publics le soir, ce sont les sujets du conseil régional. Et des sujets qui intéressent, on l'a vu, les concitoyens, puisque c'est notamment la mobilité, c'est le sujet de la formation, le sujet évidemment l'emploi et le développement économique. Patrick Perron, est-ce qu'elle a été un peu faussée, cette campagne, au final, pour vous? Faussée. Elle a été perturbée par ces événements. Je vais partir d'un tout petit exemple et vous dire à quel point ces événements pèsent, y compris sur nous, candidats. J'étais hier soir à Metz aux Arènes. J'ai assisté à un concert. On ne peut pas s'empêcher lorsqu'on est dans la file d'attente pour entrer dans la salle. On ne peut pas s'empêcher lorsqu'on est assis à partager ses émotions avec toutes les personnes, 4000 personnes dans cette salle, avec une passion commune pour la musique. On ne peut pas s'empêcher de penser de ce qui s'est passé à Paris. C'est impossible. Donc, vous voyez, on est marqué par ces événements et en même temps, j'y suis allé à ce concert sans peur. Les personnes qui étaient autour de moi, sans peur, parce qu'il faut bien que la vie reprenne. Et les élections sont un temps fort de cette vie, de cette démocratie française, qui est quand même un exemple. Et je pense que notre devoir, en tout cas de candidat, était de poursuivre cette campagne et de marquer un temps fort de la démocratie. Le 6 septembre, appeler les gens à venir voter. 6 décembre. Pardon, décembre. C'est important d'être précis. C'est la longueur de la campagne, non? Voilà. Jean-Pierre Masseret, vous en avez connu d'autres des campagnes. Elle a été vraiment très particulière, celle-ci. Les actes terroristes nous ont rapprochés, malheureusement, de l'essentiel de la vie collective, des valeurs de la République. Ces événements tragiques nous ont fait toucher du doigt notre modèle de société, la façon du vivre ensemble. Et il a fallu cela pour nous rappeler l'importance que nous appelons tous de nos voeux à ce respect de notre modèle de vie, de ces valeurs républicaine. Et il faut en effet que la vie reprenne et c'est ensemble, avec nos concitoyens, qu'on a réaffirmé cette volonté de continuer sur les lignes républicaines et de valeurs. D'un autre côté, la campagne, ces événements ont aussi éloigné, dans le fond, du contenu de ce qu'est une élection régionale, parce que le 14 décembre ou au mois de janvier, il faudra parler d'éducation. Mais ça, c'est une réponse au terrorisme, de culture, c'est une réponse au terrorisme, mais de mobilité, de développement économique, de proximité, de ce qui fait la vie quotidienne et comment on offre un avenir à nos enfants et petits-enfants. C'est aussi quand même un enjeu considérable que celui-là. On s'arrête maintenant sur ce sondage ILAB pour le journal Les Échos, un sondage publié hier. Au premier tour, Florian Philippot pour le Front National arrive nettement en tête avec 34% des voix, 28% pour Philippe Richert avec la liste de droite et du centre, 20% pour vous, Jean-Pierre Masseret, et la liste socialiste, et 5% pour la liste Front de gauche, même chose pour la liste de Sandrine Bélier. Et au second tour, vous allez le voir, pour la première fois, Florian Philippot est donné vainqueur, 35,5% des voix, un point devant Philippe Richert. Jean-Pierre Masseret est lui à 30%. Philippe Richert, question simple, quel enseignement tirez-vous de ce sondage que vous avez observé, j'imagine? Tout d'abord, que nous serons au deuxième tour à 3 équipes, celle du Front National, celle du Parti Socialiste et celle de l'Union de la droite et du centre. Et à partir de là, la réalité, c'est que depuis maintenant tous les sondages qu'on a vus, c'est que nous sommes à quelques pourcents près, entre d'un côté le Front National et de l'autre côté la liste de la droite et du centre. Et à partir de là, nous aurons à tout simplement interpeller nos concitoyens qui vont voter pour dire que ce qu'ils ont à faire, évidemment, in fine, au final, c'est de regarder quelle est l'équipe qu'ils souhaitent voir diriger demain cette région entre l'Alsace, la Lorraine et Champagne-Ardenne. Florian Philippot, ce sondage. Un sondage, c'est juste un sondage. Donc moi, je voulais qu'il soit bon ou moins bon. Je dis toujours la même chose. Ce qui compte, c'est le vote. Qu'il y ait une dynamique de notre côté, c'est incontestable. On la sent sur le terrain depuis le début de cette campagne. Moi, ce que je peux simplement dire, c'est que je sais que des gens envisagent peut-être de s'abstenir ou n'envisageaient pas voter dimanche.
Premier tour le 6 décembre, deuxième tour le 13 décembre. Bien, ils peuvent se dire maintenant, j'y vais, je vais aller voter et je les enjoins d'aller voter. D'ailleurs, je demande à tout le monde d'aller voter pour qui ils veulent, parce que c'est un devoir citoyen, peut-être même une réponse à ces attentats, que d'aller voter, que de participer tout simplement au vote. Mais en ce qui me concerne, je sais qu'il y a des Français qui ne croient plus en la politique et je leur dis, vous êtes à 2 doigts du vrai changement dans notre région, dans nos régions, allez-y. On continue le tour de table. Jean-Pierre Masseret, affirmez-vous toujours qu'il n'y aura pas de retrait de la liste socialiste? Moi, je entre les 2 constate tours. que ce sondage donne aux majorités qui ont dirigé cette région, notamment socialistes, communistes, écologistes, la deuxième place. La deuxième place, on fait 30% au premier tour ensemble. C'est une indication. Donc moi, je ne m'avoue pas vaincu et je continuerai le combat jusqu'à son terme. Le retrait reste toujours exclu. Je l'ai dit au moins 50 fois depuis 2 mois qu'il n'y aurait ni retrait ni fusion avec Philippe Richert. Je ne sais pas s'il faut l'écrire, s'il faut faire quoi que ce soit de plus, mais bon, cette parole vaudrait à la fin. Hein. Bien noté. Sandrine Bélier, 5% des voix environ d'après ce sondage. Je n'ai pas sûr que vous ayez des élus au Conseil régional dans la future Assemblée, si en tout cas le vote est conforme à ces intentions de vote. Fallait-il partir seul? Non, mais déjà, d'une part, on est parti dans cette campagne et je porte un projet qui est créateur d'emplois, un projet qui répond à l'enjeu climatique où on voit aujourd'hui l'ensemble des chefs d'État défiler à Paris. On a un sondage, il vaut ce qu'il vaut. Il reste 2 jours. Oui, j'appelle les gens à aller voter. Oui, j'appelle aussi les déçus de la politique, les gens qui n'ont plus d'espoir dans les politiques telles qu'elles ont pu être menées, à penser qu'il y a une autre alternative que le Front National. Il y a aussi l'écologie, c'est l'alternative positive. On va en parler. Tous ces thèmes-là, on va les dérouler dans l'émission. Non, je vais quand même aller jusqu'au bout. Je ne me résigne pas aujourd'hui à ce qu'il n'y ait pas d'écologie, et je ne parle pas seulement d'écologistes, dans la future politique de la grande région. Patrick Perron, vraiment rapidement, comment vous le regardez, ce sondage? Un sondage, voilà, c'est un instantané qui prend en compte, vous savez, les sondages, on peut, dans une région aussi vaste que celle qui nous est proposée, est-ce qu'elle a vraiment du sens, puisque c'est quelque chose de nouveau et on n'a pas créé d'identité encore de ce Grand Est. Donc voilà, on le prend comme il est, mais en même temps, il y a une chose que personne ne pourra gommer, c'est la campagne qu'on a menée sur le terrain et toutes ces milliers de rencontres qu'on a faites avec des gens désabusés, des gens en colère, des salariés dont l'emploi est menacé, des entreprises qui ferment, des artisans qui ne voient pas d'avenir. Donc, mais tous ces messages et tous ces propositions qu'on a amenées à ces gens, normalement, écoutez, ça ne peut pas s'oublier comme ça d'un revers de main ou d'un sondage. Ça ne peut pas s'oublier. Oui, je vais juste dire quelque chose. J'ai entendu les propos de Jean-Pierre Masseret. Je me souviens d'autres propos aussi. Hein, et Mme Bélier a raison, elle parle d'écologie, moi je parle de justice sociale. Et au deuxième tour, on ne peut pas envisager un instant de laisser la région, qui s'appellera, on verra bien plus tard, en tout cas cette nouvelle région Grand Est, aux mains du Front National sans se battre à gauche, sans se rassembler à gauche. Parce que toutes les élections, depuis toujours, démontrent qu'au premier tour, les idées, au deuxième tour, on se rassemble sur des valeurs. Et les valeurs, en tout cas, que ce soit M. Masseret, que ce soit Sandrine Bélier, nous les portons ensemble les mêmes. On va clore ici cette question, cette thématique purement politique et passer à ce qui fait la vie d'un conseil régional. L'emploi est une des compétences. Alors comment le soutenir? Quelle stratégie mettre en place? L'emploi, c'est la préoccupation régionale numéro 1 de vos électeurs. Et l'on peut comprendre pourquoi en regardant juste ce chiffre. 30% de l'emploi industriel a disparu de notre région depuis 15 ans. L'économie, l'emploi, vous le mettez tous en haut de vos professions de foi. Sandrine Bélier, vous parlez-vous d'aider les acteurs économiques en agissant en faveur de l'emploi local et du climat. Jean-Pierre Masseret, cette nouvelle région va offrir pour vous des possibilités pour faire reculer le chômage. Patrick Perron, vous voulez relancer les investissements publics utiles à l'emploi. Florian Philippot, votre credo à vous, à lire votre profession de foi, c'est soutenir l'emploi en favorisant les TPE et les PME. Et puis Philippe Richert, vous promettez d'accompagner les entreprises pour favoriser la reprise de la croissance. Oui, je vous propose justement un rapide tour de table, en quelques mots s'il vous plaît, parce que le temps passe vite. Philippe Richert, quelle impulsion donnée, lancée pour créer de l'emploi précisément dans cette grande région? En gros, l'idée, c'est de faire de cette région qui est à construire, comme le disait Patrick Perron, la région où il fait bon entreprendre. Nous avons des entreprises qui restent nombreuses, notamment dans le domaine industriel. C'est de regarder comment créer les conditions qui permettent
à ces entreprises de se développer et à de nouvelles entreprises de se mettre en place. Pour cela, il y a 3 grandes directions. La première, c'est d'avoir un outil pour les accompagner, donc une agence qui permette sur le terrain d'avoir une entrée unique pour tous les problèmes, qui soient financiers, organisationnels, administratifs. La deuxième chose, c'est de mettre en place un fonds de financement qui permet d'être là, non pas comme subvention, mais comme intervenant dans les fonds propres même des entreprises. Et la troisième chose, c'est d'être présent, bien sûr, sur toute la filière, autant au niveau de l'initial, comme les incubateurs qu'on a mis en place, en particulier Semia, mais au-delà de ces incubateurs, d'accompagner tout au long de la vie et du développement de l'entreprise. Donc, avec des outils propres, comme je viens de l'indiquer. Sandrine Bélier, quel axe fort pour créer de l'emploi ? Moi, je dirais, je souhaite qu'on soit la région où on peut travailler. Et l'axe fort, c'est en effet de développer, et notamment nous proposons un grand plan d'investissement pour développer et soutenir l'emploi local et non délocalisable et qui permet de participer à la lutte contre le dérèglement climatique. C'est un grand plan d'investissement en termes d'innovation, de rénovation des bâtiments pour faire des économies d'énergie. Ça crée de l'emploi dans le bâtiment, ça fait faire des économies aux ménages, ça fera faire des économies à la région. L'argent qui n'est pas dépensé dans le chauffage ou l'électricité, qui est le deuxième poste de dépenses des lycées, par exemple, ce sont des économies et du gaspillage en moins qui est réalisé même dans les choix et dans les caisses de la région. Et puis développer les énergies renouvelables. C'est aussi là un levier d'un point de vue industriel, d'avoir les nouvelles technologies et de pouvoir créer encore et de l'emploi. Et ces secteurs, ce sont essentiellement des PME et des TPE. Et on aura aussi à cœur de mettre la priorité des choix budgétaires, non plus sur les grands groupes dont on n'a absolument aucune maîtrise sur le fait qu'ils conservent les emplois sur notre territoire, mais sur les TPE, les PME qui nous permettront de nous assurer un emploi durable et au cœur de notre région. Jean-Pierre Masseret, quelle priorité ? Tout le monde veut s'occuper de l'emploi, manifestement. Pas tout le monde. Quel est le mot d'ordre, votre mot d'ordre ? Tout le monde. Je répondrai. C'est la priorité de nos concitoyens. Laissez-moi développer un certain nombre d'arguments et de faire des observations. Hier, j'ai écouté, par exemple, Patrick Weyton, tête de liste des Républicains et de l'Union des centres en Moselle, et dire « La région n'a pas de responsabilité dans l'emploi ». Si, il y a des engagements à prendre. Et c'est à 2 niveaux avec une même méthode. C'est d'abord l'activité de proximité. C'est sur ce territoire, vous discutez avec les artisans, les commerçants, avec les PME, PMI, de telle sorte que vous examiniez leurs besoins de modernisation, de qualification, de financement. On a tous les outils pour cela. Et puis, vous avez les grandes filières qui sont dans l'économie monde du XXIe siècle. Et cette région a d'immenses potentiel, depuis l'agriculture, l'énergie, etc. Donc comment nous allons faire travailler ensemble, et puis sur les territoires, il faut que tous les acteurs, publics et privés, qui prétendent faire reculer le chômage, se mettent ensemble, fassent casser les barrières administratives et que toutes les anomalies soient considérées. Par exemple, quand vous avez des offres d'emploi qui ne sont pas occupées, comment vous allez prendre un homme ou une femme pour le former afin que l'emploi proposé soit là, au rendez-vous? Parce que derrière l'emploi, c'est un revenu, c'est le destin d'un homme et d'une femme et d'une famille qui se joue. Alors on sent bien, on l'entend tous, vous parlez d'emploi local, d'emploi d'industrie qui doit rester chez nous, et puis d'emploi non délocalisable. On l'a entendu une première fois. Il se trouve, Mathieu, que vous avez aussi relevé cette idée dans la profession de foi de Patrick Perron. Dans cette profession de foi qui commence à arriver dans toutes vos boîtes aux lettres, Patrick Perron. On va toutes les regarder pendant cette émission. Rédigé, malheureusement, enfin avant les attentats du 13. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, là, oui, sur l'exemple... c'est pas anodin. Il faut le souligner, vous avez raison, M. Masseret. Là, en tout cas, sur celle-là, votre M. Perron, je vais reprendre une phrase que nous avons soulignée, surlignée. Cette nouvelle grande région dispose de leviers d'action pour soutenir une industrie durable et non délocalisable. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui des industries non délocalisables? Bien sûr. Écoutez, traversez les 10 départements, vous en trouverez de multiples des entreprises non délocalisables, bien entendu. Il y a et heureusement d'ailleurs, on en trouve, allez voir sur le site de Sainte-Agathe, à Florence-Famec, dans notre vallée de la Fench, il y a des usines et à côté de ça, il y a 1500 emplois qui ont été créés. Et donc, parmi ces emplois, des entreprises locales qui travaillent localement, qui produisent des richesses localement, dans la métallurgie notamment. Donc, ces entreprises-là... Les faits prouvent un peu le contraire depuis quelques années tout de même. Beaucoup d'industries ferment et vont ailleurs.
Oui, on a des Eh oui. exemples très concrets comme Wilsman Bien sûr, Fremont, par bien exemple, sûr. qui a réussi à résister à la crise du panneau On solaire allemand n'en et fait pas une chinois. généralité, simplement, monsieur On a Perron. plein d'exemples sur le territoire d'entreprises, parce qu'on a des entrepreneurs responsables, parce qu'on a des entrepreneurs qui ont envie de faire vivre leur territoire. Et c'est bel et bien cela qu'il faut favoriser. Et juste pour que M. Perron puisse répondre sur sa profession de foi, après vous allez tous pouvoir vous exprimer concrètement, donnez-nous des exemples d'industries aussi que vous allez pouvoir installer aussi, parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui ont été supprimés. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour installer des entreprises, des industries durables? Vous allégez les taxes, vous mettez du cash sur la table, venez chez nous, venez s'installer en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Tout d'abord, il faut quand même préciser quelque chose. Nous sommes dans une société libérale. Et il est quand même amusant de constater que dans cette société libérale, concurrence libre et non faussée, tout le monde réclame des fonds publics. Bon, alors je vais vous donner quand même quelques chiffres pour répondre à ça, justement, parce que les moyens, on en a besoin. Les dotations, elles baissent. Attendez, monsieur, je vais finir. Les dotations baissent. Les blocs communaux, d'ailleurs, c'est le bloc communal qui supporte la plus forte baisse et qui va entraîner en 2017 30% d'investissement en moins. Donc vous allez voir les entreprises locales qui vont souffrir plus qu'elles ne souffrent déjà. Je prends l'exemple du CICE. J'ai fait une proposition, et ça méritera qu'il y ait un débat entre les futurs exécutifs régionaux et l'État, le CICE. Le CICE aujourd'hui, il y a des chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais en tout cas, aide plus à constituer des trésoreries dans les entreprises qu'à être réinvesti. Aujourd'hui, le chiffre, c'est 22% du PIB qui est stocké quelque part dans les trésoreries d'entreprises. Donc le CICE, moi, c'est des impôts en moins pour les entreprises, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas. Le CICE, je propose que l'État le reverse aux régions qui, elles, seront l'utiliser au plus près. Et quand on parle de proximité, je suis le seul maire ici. Donc la proximité, je connais. On a des entreprises sur la commune d'Algrange qui ne délocalisent pas et qui ont des marchés à l'étranger et qui fonctionnent très bien. Ce type d'entreprise-là, bien sûr qu'il faut les soutenir, mais tout le monde le dit. Les artisans, aujourd'hui, ils échappent aussi. Et voilà pour votre explication de texte. Ouais. Oui, les moyens, on peut les avoir, mais il faudrait aussi que le gouvernement change sa politique. Pas de CICE. Merci. Florian Philippot sur cette question. À quoi faut-il conditionner les aides? Parce que c'est aussi ce qu'a évoqué M. Perron. Les aides de la région, il y a beaucoup d'argent en jeu. Il faut cibler prioritairement ceux qui créent vraiment de l'emploi, c'est-à-dire nos artisans, nos petites entreprises, nos moyennes entreprises, PME, PMI, nos agriculteurs également locaux. Et pour cela, alors on n'a pas tous les leviers du monde, il ne faut pas mentir à nos téléspectateurs. La politique nationale et européenne très largement en cause dans le chômage. Mais on a le devoir d'agir. Et moi, j'aimerais que nos régions soient en pointe dans le patriotisme économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre dans les marchés publics, dans la commande publique de la région à cause de Bruxelles, mais on peut quand même déclencher des normes sociales, des normes environnementales, des normes de cohésion territoriale, qui permettent de faire travailler local beaucoup plus, qui permettent de faire travailler local nos agriculteurs pour les cantines des lycées, pour les cantines des centres de formation d'apprentis, qui permettent de faire travailler local nos artisans, nos PME, pour pas qu'ils échappent toujours au marché public. Et puis pour les gros, si jamais une grosse entreprise vient s'installer et qu'elle a besoin de quelques fonds, si ça crée de l'emploi et de l'activité, bien, très bien. Mais il ne faut pas revivre ArcelorMittal. Il faut conditionner l'aide. Pas de délocalisation, pas de recrutement de travailleurs étrangers détachés, pas de licenciement massif. Sinon, vous êtes obligé de rembourser l'aide à la région. Voilà, je pense qu'il faut avoir quelques leviers. Et puis, ça complète la simplicité. On va fusionner des régions, il y a des dizaines de dispositifs économiques, ça favorise les gros parce qu'eux, ils ont des cabinets pour aller dans ce maquis de subventions la trouver. Il faut faire simple, un guichet unique, la simplification. Jean-Pierre Masseret, faut-il continuer à subventionner une entreprise qui délocalise une partie de sa production ailleurs? Question très concrète. Non, pas comme vous l'exprimez, forcément. Si une entreprise vient nous voir en disant « j'ai besoin d'argent et je vais me délocaliser », vous dites non. Enfin, c'est l'enfance de l'art. Oui. Quelle garantie on peut avoir à ce qu'elle ne délocalise pas plus tard? Vous avez les garanties que vous vous donnez dans la négociation et la discussion. Il y a des engagements. On ne met pas l'argent public comme ça, sans contrepartie. Mais il y a des engagements. Donc, à chaque fois qu'on donne de l'argent, c'est la contrepartie d'un investissement, soit que des emplois sont maintenus, soit des emplois sont créés, soit une aide pour la création d'une entreprise. Il y en a eu 14 000 en Lorraine, entreprises créées en 2014. Ce sont des chiffres considérables qu'il faut constater, qui prouvent le renouveau économique aussi de cette région qui a été fortement ébranlée par la compétition mondiale au cours des 30 dernières années. On n'est pas quand même irresponsable au point de donner de l'argent à des gens qui vont dire « je vais m'installer à l'extérieur ». Enfin, vous nous prenez pour qui, là ?
Parce qu'il peut y avoir parfois des aides à la formation pour les entreprises qui délocalisent. On ne maîtrise pas tout non plus. On ne maîtrise pas tout. Sandrine Bélier. Pardon. Il me semble qu'il y a un temps de retard plutôt pour Philippe Richert pour l'instant. Tout simplement, c'est que toutes les aides sont conditionnées, notamment par la création d'emplois ou par le maintien de l'emploi. Donc pour répondre très clairement à ce que disait en particulier le candidat du Front National, ces conditions sont déjà mises en place et lorsque ces conditions ne sont pas respectées, l'argent que nous avons versé revient de nouveau à la région. Vous le récupérez réellement ? Réellement. Nous avons un débat régulièrement tous les mois. Nous avons régulièrement tous les mois en commission permanente un débat sur des entreprises pour voir si nous maintenons ou pas, si une partie des emplois créés, ce n'est pas automatiquement la totalité, ce n'est pas toujours des dizaines, des centaines d'emplois, la plupart du temps, c'est des petites entreprises, 5 ou 10 emplois, ce n'est pas plus. Et si l'entreprise à la fin crée 5 emplois au lieu d'avoir créé les 7 comme prévu, est-ce que du coup on la sanctionne ou pas? Donc c'est chaque fois un débat qui permet de savoir comment on fait. Alors au-delà de ce qu'il faut voir dans cet accompagnement, c'est clair qu'il faut simplifier la vie des entreprises et ensuite il faut les accompagner parce que beaucoup, notamment des créateurs d'entreprises, ne sont pas des spécialistes dans tous les domaines qu'il faut connaître, notamment la partie administrative. Donc l'accompagnement est essentiel pour permettre de créer, et soyons clairs, aujourd'hui la plupart des entreprises qui s'adressent à nous, c'est des petites et des moyennes entreprises. Évidemment, les gros qui viennent, c'est plutôt rare. On additionne plutôt de petites entreprises. Mais bien sûr, Sandrine Bélier, c'est ce que vous suggériez également tout à l'heure. C'est-à-dire que pour vous, l'emploi, on le cherche plutôt chez les petits. Et on n'aide pas forcément les grosses. Je pense que quand on accorde 200 000 euros à Lily-France sur un plan de développement et d'investissement de 2 milliards d'euros, ça ne sert à rien. Par contre, 200 000 euros, il y a tout un paquet de petites entreprises, d'entreprises d'insertion, de l'économie sociale et solidaire, que ça pourrait permettre de lancer, à qui ça donnerait de la trésorerie, à qui ça permettrait de développer une activité. Et là, on a de l'emploi au plus proche des territoires. On a une économie qui est au service de l'homme. On a une économie au service de la solidarité et de la réinsertion. Donc je pense que ce sont des choix budgétaires. Il y a un moment, on doit faire des choix. Mais ça suppose d'avoir une vision, une ligne politique et de s'y tenir. Et enfin, vous parliez quels sont les autres leviers qu'on peut avoir. Nous, on propose 2 fonds d'investissement dans lesquels la région qu'elle gérerait, qui pourrait appeler des financements privés, des financements participatifs citoyens, donc dans le domaine de la rénovation du bâtiment et dans le domaine de l'efficacité énergétique des énergies renouvelables, avec 2% du budget. Avec 2% du budget, un plan d'investissement 25 millions d'euros, on peut dégager 250 millions d'euros d'investissement. Avec 50 millions d'euros, on peut dégager, là encore, 10 fois plus. Et on a un vrai levier parce qu'avec ces 10% d'investissement, on donne la confiance. On donne la confiance aux banques, on donne la confiance pour permettre de développer l'activité. Qui lui aussi peut générer de l'emploi. C'est ce que l'on fait dans une région. Je suis désolé, oui, je veux dire, je comprends tout ça, mais nous aidons plusieurs milliers d'emplois chaque année à travers ce que nous faisons et ce qui est évoqué, nous le faisons au quotidien. On va passer, Jean-Pierre Masseret, à une autre thématique, celle de l'agriculture, qui elle aussi est une source d'emploi et de richesse et un atout pour la région, Mathieu. Avec quelques chiffres clés, mesdames, messieurs, les candidats que vous connaissez sûrement, notre région représente 10% des exploitations agricoles françaises, soit 3 millions d'hectares. C'est plus comme de 100 000 emplois. Un secteur qui rapporte beaucoup aussi à notre nouvelle grande région, avec plus de 5 milliards d'euros d'excédent commercial. Oui, il y a des agriculteurs parfois aussi en grande difficulté financière, surendettés. On pense par exemple aux éleveurs. Question, que faut-il faire pour aider sur le terrain les exploitants? Patrick Perron. Écoutez, voilà, on est toujours dans cette même problématique d'aide à tout craint. D'abord, les aides, il faut toujours les assujettir à des contrôles. Pas forcément les aides financières, ça peut être d'autres dispositifs. On les oublie, mais pourtant c'est très important, parce que je vous donne un chiffre. Peut-être vous, les journalistes, vous l'avez, ce chiffre, mais je ne pense pas que les gens qui nous regardent aient ce chiffre en tête. Savez-vous que si on appliquait l'égalité de traitement homme-femme dans les entreprises, y compris dans peut-être agricoles, on réglerait le problème du trou de la sécurité sociale? Vous le savez, ça? Pourtant, personne ne le pratique. C'est quelque chose qu'il faut peut-être imposer aux agriculteurs, aux entrepreneurs. Vous voulez des aides, vous voulez de l'argent public, on commence par régler les problèmes de normes sociales. Ensuite, l'agriculture que je ne veux pas, et ça concerne, parce qu'on est en Alsace ici, celle que je ne veux pas, c'est la ferme
1200 touriens à Winterhouse, pour ne pas me tromper de nom, dans le 77. C'est ça l'agriculture, c'est ça l'élevage que l'on veut demain. Concrètement, donc, vous aidez plutôt les petites clairement, fermes. ce type d'agriculture, je suppose qu'ils vont toucher des fonds publics, ces gens-là. Non, pas d'argent public pour ça. Par contre, les agriculteurs, c'est toujours pareil. On est dans une vaste région, elle va se regrouper. Il y a bien évidemment, je ne vais pas vous dire aujourd'hui à qui on va donner de l'argent. Par contre, que les agriculteurs, que les éleveurs, il faut les élever. Oui, c'est pareil que tout à l'heure pour l'industrie. Ça se fait vraiment sous contrôle et au cas par cas. Très bien. Quel autre... Alors, Florian Philippot, qui on aide en agriculture? Les grands, les petits? Les petits, c'est notre modèle. C'est la proximité, c'est la qualité. Ce qu'on ne veut pas, nous, c'est la très grande, c'est 1200 taurillons, c'est ces très grandes exploitations industrielles. C'est ce que nous réserve le traité TAFTA transatlantique. Et d'ailleurs, moi, je voudrais qu'on vote une motion au Conseil régional pour mettre symboliquement notre région hors TAFTA, pour forcer le débat. Vous avez fait une résolution. Empêchez-le au Parlement européen, comme on a réussi à empêcher ACTA. J'ai voté contre au Parlement et je me bats. Mais vous savez qu'on n'a même pas accès concrètement à tous les documents, ce qui est d'ailleurs hallucinant. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, mais il faudrait que tous les citoyens aient accès, pas que nous. Si vous voulez, moi je pense qu'il faut aider les petits, je l'ai dit, dans les cantines des lycées par exemple. Alors, on mange beaucoup plus c'est local. C'est intéressant, les cantines. Si vous permettez, des centres de on vous laisse formation la parole, d'apprentis. Florian Philippot, Oui. mais il se trouve que justement, sur les cantines, dans votre profession de foi, vous en parlez, c'est le focus de Mathieu. Et c'est la 5e de vos propositions sur votre profession de foi. Je vous cite, Monsieur Philippot, manger français dans les cantines pour faire travailler nos agriculteurs. C'est bien sûr le mot français qui nous a interpellés. Ce n'est pas neutre, vous ne dites pas local, comme tous les autres, mais bien français. C'est pour faire passer quel message ? Aucun, c'est faire travailler nos agriculteurs locaux, qui sont aussi des agriculteurs français, puisqu'on est en France, et que nos 3 régions font partie de la diversité française. Alors ça veut dire qu'on a un repas français. Ça veut dire qu'on importe moins, voilà, qu'on doit manger de la viande française, de la viande locale dans les cantines des lycées. Il n'y a aucune arrière-pensée derrière cette expression-là. Ça me semble tellement évident de manger local dans le levier, un des seuls leviers qu'on a là-dessus, c'est-à-dire les cantines des lycées et des centres de formation d'apprentis. Il faut aussi... Alors, je termine juste quand même. Après, vous allez pouvoir développer le reste, parce que ce mot français, je suis sûr qu'il n'est quand même pas si innocent que ça. Il n'y a aucune idée. Non, le mot français ne me pose pas de problème. Pas. Je vous remercie, Monsieur Philippot, de le préciser. Je vous rassure. Et il n'y a aucune idée derrière tout ça. L'idée, je ne sais pas, des menus de substitution, de toutes ces idées-là. Je n'étais pas allé sur ce terrain-là. Mais si vous voulez me dire que je respecte effectivement la laïcité, oui, je respecte la laïcité, mais je laisse la liberté. Ça dépend plutôt des acteurs locaux. Nous laissons la liberté. Merci effectivement. pour cette explication. Mais si vous voulez, moi je pense qu'il faut aider aussi, dans l'agriculture, il y a la viticulture. On est maintenant une des principales régions de France et du monde bien, la viticulture. en matière. Mais ça dépend. Vous avez quelques clichés en tête, mais oui, il y en a qui se portent très bien et qui font d'ailleurs la grandeur de notre pays et de nos régions, mais il y en a aussi qui se portent moins bien. Et il faut les aider. Il y a des volontaires qui veulent passer au bio, par exemple. Le bio, c'est bien, c'est la proximité, c'est bon pour les sols en termes de pollution. Il faut les aider régionalement par des aides à passer au bio, les aider, les inciter. Mais pas de vin dans les cantines des lycées. Non, pas de vin dans les cantines des lycées, ça on sera d'accord. Pour une fois. Mais pour le reste, il faut les aider aussi concrètement, notamment les petits, les aides à la transmission. C'est très compliqué, la transmission familiale des parents aux enfants. Alors beaucoup voudraient le faire et la région doit donner le coup de pouce dans ce domaine. Philippe Richert, est-ce qu'il faut passer par les cantines scolaires pour donner un coup de pouce aux agriculteurs de la région, ou c'est pas vraiment le problème pour vous ? Tout d'abord, je voudrais dire que les cantines qui dépendent de la région, évidemment, méritent que nous soyons en circuit court. C'est exactement ce que nous faisons. Je veux juste le préciser. C'est pas ce qu'on nous dit, à savoir qu'on manque de produits locaux dans les cantines. C'est en tout cas ce que disent Sandrine Bélier et d'autres. On a dans le domaine du bio pas suffisamment de diversité dans l'approvisionnement, mais dans l'approvisionnement de proximité, en particulier notamment sur la viande française, comme ça a été dit, c'est largement le cas. Alors ce n'est pas l'unanimité parce que vous ne trouvez pas systématiquement, mais c'est très largement le cas. Il y a 2 choses que je voudrais préciser au-delà de ces questions de cantine. On a entendu tout à l'heure qu'il faut accompagner, mais les petits, pas les gros. Je vais vous dire que dans notre économie agricole, nous avons la chance, vous l'avez rappelé, d'avoir un excédent agricole exceptionnel et ça a permis de contribuer à ce que le déficit français soit un peu moins important. Donc moi je voudrais juste dire, faisons attention à vouloir exclure un certain nombre de personnes, à vouloir faire en sorte qu'on les met en confrontation. Nous avons besoin des petites exploitations, des moyennes comme des grandes, nous avons besoin du bio comme de ceux qui produisent de façon naturelle, nous avons besoin de les accompagner. Et il faut les accompagner dans la modernisation, tous, et on fixe bien sûr des clauses. Mais surtout ce qui est important, c'est que lorsqu'on s'engage, il faut que ces entreprises, ce sont des chefs d'entreprise, les agriculteurs, qu'ils puissent s'installer sur le moyen long terme. Quand il y a quelqu'un qui fait une installation, y compris pour 60 vaches laitières, il faut qu'il sache que lorsqu'il s'installe, c'est pour 30 ans.
Il a peut-être 30 ans quand il va s'installer. Jusqu'au terme de sa vie, il sera obligé de rembourser. Donc il faut que nous donnions une visibilité, un accompagnement que ce soit permanent. pour les industries comme pour les agriculteurs. Comme pour les agriculteurs, s'installer sur la durée, en confiance, et notamment faire en sorte que les politiques européennes, il y a 1,8 milliard d'euros européens qui vont venir à cette région. Jean-Pierre Masseret sur cette question. Alors, vous l'avez noté, l'agriculture est une des grandes forces de cette nouvelle région. J'ai noté aussi que vous êtes tous devenus écolos sur le bio dans les cantines. Attendez, je ne me suis pas exprimé. Je suis en train de constater simplement que l'agriculture, l'agroalimentaire, ses dérivés font que cette nouvelle région est la numéro 1 en France. Donc vous avez de multiples sortes d'agriculture. Vous avez l'agriculture qui est sur le marché mondial. Il n'y a pas de raison de pénaliser ces agriculteurs qui sont sur un marché mondial. Ils produisent effectivement des retours dans l'export et l'import. Il faut les accompagner. Mais sur nos territoires, il faut faire le constat qu'il y a des agricultures vivables à partir des évolutions vers le bio, mais ça c'est commun, on le fait déjà, donc on ne peut pas nous reprocher de s'intéresser brutalement. Vous avez l'agriculture de conservation des sols, c'est des méthodes assez modernes. Vous avez démonstration sur ces territoires, qu'ils soient champardonnais, lorrains ou alsaciens, qu'une agriculture de proximité peut vivre, sur des circuits courts, mais pas seulement, sur des produits innovants ou nouveaux. Tout ça fonctionne. Et il faut par conséquent établir une règle qui permette aussi bien à la région de discuter avec la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles qu'avec les autres partenaires qui doivent être reconnus, avec des aides finalement qui permettent de générer de la valeur et des revenus sur chaque portion de territoire. Très bien. Assez rapidement, Sandrine Bélier, quand même, j'aimerais votre réaction sur, effectivement, c'est le bio, le local. Aujourd'hui, c'est devenu presque une logique pour tout le monde. Ça vous surprend? Oui. Alors après, il y en a qui en parlent, puis il y en a qui aimeraient bien le faire, et notamment à l'échelle de la 5%. Région. Oui, 5%. Déjà. On s'était fixé en 2007 au Grenelle 20%. Donc on est encore très très loin des objectifs. Et nous, on se propose en 5 ans de remplir les objectifs du Grenelle qui datent de 2007. Je vais aller vite. Quelles sont les priorités? On a parlé d'emploi. Moi, je crois que dans les priorités, et je ne parle pas d'agriculture, je parle d'alimentation, de santé publique. Donc quand on parle du bio, c'est la question des pesticides, c'est la question de la santé des paysans, c'est la question de la santé des riverains, c'est la question de la santé des consommateurs avec les produits qu'ils retrouvent dans leurs assiettes. Je parle alimentation parce que ce n'est pas de la production agricole, et je crois qu'il faut qu'on arrête avec ça, et industriel. Oui, non, 1200 taurillons, c'est une hérésie. 7000 porcs en Champagne-Ardenne, c'est une hérésie. Alors qu'on a les moyens, et là, avec, encore une fois, des priorités, des choix budgétaires. On a le FEADER, on a des fonds européens qui peuvent prioritairement être affectés aux paysans bio, aux petites exploitations pour leur permettre de se développer. Nous, on propose de permettre d'installer, c'est un sujet ultra important, vous parliez d'emploi, je crois que l'alimentation est hyper importante pour nos concitoyens. On peut permettre l'installation de 500 paysans sur notre territoire par an. On peut 500 paysans par an, je pense que c'est bien de s'arrêter sur ce chiffre. Il est très bien. On pourrait en parler vraiment beaucoup plus, parce que c'est un sujet, après l'emploi, l'alimentation qui concerne le quotidien. On passe à la suite de l'émission et on va s'intéresser à l'organisation de ce territoire, l'organisation telle que vous l'imaginez, les uns les autres. Quel sens vous comptez lui donner à cette région et quel siège aussi vous lui attribuez? Ah oui, c'est la grande question qui a tant occupé les débats depuis le début. Pas si futile que ça finalement. Quelle ville choisir pour installer le nouveau conseil régional? Châlons, Metz, Strasbourg. Vous y allez tous de vos propositions. Pour vous, Florian Philippot, ce sera Metz, c'est clair. Jean-Pierre Masseret, vous vous installerez à Strasbourg, mais vous créez une assemblée itinérante. Philippe Richert, le siège de la région pour vous, c'est Strasbourg, mais les séances plénières pourront avoir lieu à Metz. Enfin, Patrick Perron, Sandrine Bélier, vous n'en parlez simplement pas du tout dans vos professions de foi. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une idée sur la question, bien sûr. Merci. Alors, au-delà de la question du siège, Sandrine Bélier, je vous redonne la parole. Comment vous l'imaginez, l'organisation de cette région? Ce que je disais, je pense que c'est pas la question prioritaire. On a dit la campagne a été courte. Alors, donc moi, franchement, passer du temps sur la question du siège, je pense que c'est pas une question prioritaire. Donc, et ça va être une des questions qu'il va falloir, comme le nom, comme la nouvelle gouvernance, comment on va associer les citoyens, comment on va associer les élus du territoire. Toutes ces questions-là, elles vont vraiment se poser en début de mandature. Elles sont importantes. Et aujourd'hui, je crois que c'est pas la question qui doit le plus nous occuper. Patrick Perron, comment on organise cette région? Comment on répartit les services du Conseil régional? Il y a deux solutions. Soit on le fait à la hâte,
on décide au mois de janvier de dire, voilà, Strasbourg, la capitale, les réunions se feront à Metz et puis on a réglé le problème. Soit on se donne le temps. L'année 2016, par exemple, pour pouvoir travailler et concerter et discuter avec les départements, avec les grandes villes, avec les EPCI, tout le monde autour de la table. Et je pense que c'est un an, c'est vraiment pas trop pour essayer de trouver les bonnes solutions, parce qu'après tout, que le Conseil se réunisse à Metz ou à Châlons, je ne pense pas que ça soit la priorité des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est important pour l'organisation concrète des discussions. Mais il faut se donner le temps de la concertation. Vous vous donnez une année pour réfléchir à comment on fonctionne au mieux. On ne peut pas faire ça à la hâte. Une année, on réfléchit pendant un an ? On a beaucoup de choses à faire. Moi, cette fusion des régions, je l'ai combattue, parce que pour moi, l'Alsace, ça existe, la Lorraine, ça existe, la Champagne-Ardenne, ça existe, et je vais vous faire une confidence, vu le faible niveau d'acceptation, très faible de la population, et le peu de cohérence de cette fusion, je pense qu'elle n'est pas éternelle, mais ça se changera au niveau national. Ça, c'est pas à nous, au niveau régional, on ne peut pas le faire, on n'a pas les compétences pour le faire. Mais je la regrette, et je regrette que les présidents sortants d'Alsace et de Lorraine n'aient pas su défendre, comme d'autres en France, leur propre région au niveau, pour son existence administrative et juridique. Je pense qu'il faut la gérer, puisqu'elle est là, cette fusion, dans un esprit d'équilibre, de justice et d'économie. Donc mettre la capitale du conseil régional, oui, à Metz, c'est plus central. Essayer de faire pression, là, ça ne dépend pas directement de nous, mais au moins avoir cette volonté politique de faire pression sur l'État pour qu'il mette la préfecture de région à Châlons. Parce qu'il n'y a pas de raison. Une loi a voté la préfecture de région. Oui, mais une loi, ça se fait, ça se défait. Et en tout cas, si on ne tente pas, on n'aura rien, ça c'est certain. Si on tente, on peut espérer. Et puis, conforter Strasbourg dans sa capitale, dans son rôle de capitale européenne, ce que je fais aussi au Parlement européen par rapport à Bruxelles, on sait que Strasbourg est menacé, et se conforter dans son rôle de capitale économique. Mais on ne peut pas tout mettre au même endroit. Je pense que les Ardennes, la Meuse, le Haut-Rhin, la Haute-Marne, les autres départements méritent également de ne pas être oubliés ou sacrifiés par cette fusion qu'on a combattue, encore une fois, et donc il faudra essayer de répartir les directions régionales. Grosso modo, il en faut pour tout le monde. Pour que, justement, on lance ce signal qu'il n'y a pas de territoire oublié, qu'il n'y a pas d'hypermétropolisation. Philippe Richard, une assemblée itinérante, comme le propose Jean-Pierre Masseret, vous en pensez quoi? Non, c'est pas réaliste. Permettez-moi de dire... Pourquoi c'est pas réaliste? Parce que tout simplement, à un moment donné, il faut se fixer, il faut savoir où se tiennent les réunions. On ne peut pas en permanence dire que d'année en année, on va se déplacer. Mais pour revenir, le plus important, parce qu'en partie, je suis d'accord avec ce qu'a dit Patrick Perron, le plus important, ce n'est pas automatiquement le lieu où se trouve l'exécutif. Il faut en choisir un, le lieu où se trouvent les réunions. Ce qui est important, c'est de savoir que dans les compétences des conseils régionaux, c'est notamment l'organisation du ferroviaire, l'organisation de tout ce qui est TOS dans les lycées, etc. TOS, c'est vous ne pouvez pas tout diriger à partir d'un endroit. La réalité, le matin, vous avez à JV le proviseur qui téléphone en disant « Écoutez, moi, j'ai pas ma demi-pension ne peut pas fonctionner parce que je n'ai pas aujourd'hui le cuisinier qui est malade. Il faut le remplacer. » Donc, il faut territorialiser. Donc, il faut garder une maison du Conseil régional à Strasbourg, une autre à Châlons, une autre à Metz. Donc 3 maisons avec les services territorialisés dédiés au territoire pour appliquer, pour que les chefs d'entreprise puissent venir, pour que les responsables associatifs puissent venir. Puis en plus, ensuite, il y a une organisation administrative politique, c'est-à-dire où se tiennent les réunions. Et c'est là qu'on revient à ce deuxième sujet, où je dis effectivement, en parallélisme avec ce qui passe au niveau de l'État, l'exécutif me semble devoir être à Strasbourg. J'ai eu l'occasion de discuter avec le maire de Strasbourg, le maire de Metz et le maire de Châlons. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne notamment Metz, le maire dit « Je souhaite dans ce débat pouvoir avoir l'assurance que Metz serait le siège des assemblées. » Et c'est là que je dis « On peut très bien imaginer qu'une fois que Strasbourg par exemple, se trouve être le siège de l'exécutif, les assemblées peuvent se réunir, le cas échéant le Césaire, au niveau de Metz, et d'avoir bien sûr les commissions, en particulier aussi pour Châlons, parce qu'il doit y avoir un équilibre entre les trois. Très bien, Philippe Richard. On va venir à vous, Jean-Pierre Masseret, mais au travers de votre profession de foi, puisque vous avez une proposition, vous, d'organisation du territoire. À vous, justement, de faire un peu d'explication de texte, Jean-Pierre Masseret. Je vous lis, vous proposez une méthode pour agir contre la fracture territoriale, justement, plus globalement que la simple organisation du conseil régional, bien sûr. Vous voulez créer, si je comprends bien, des bassins de vie, c'est cela? En quoi, justement, votre vision de l'organisation de cette région est novatrice et différente? Je ne crée pas des bassins de vie, je constate les bassins de vie existants qui ont été créés par
des élus, des professionnels, c'est ce qu'on appelle les pays, etc., ou les agglos, ou les métropoles quand elles existent. Donc le Conseil régional épousera ce découpage-là. Sur des réalités. Ensuite, c'est à partir de là que je rendrai opérationnelles les politiques régionales, de telle sorte que l'élargissement du périmètre se traduise par davantage de proximité. Et l'idéologie qui est derrière, la réflexion philosophique, c'est de régénérer le fonctionnement de la République sur les territoires, de prendre prétexte de cette réforme pour réinventer une démocratie de proximité, redonner le pouvoir et la parole et la décision aux acteurs publics sur le et terrain privés. depuis des mois que vous faites campagne. Est-ce que ça parle aux gens? On ne sait même pas forcément dans quel bassin de vie on fait partie. Ça parle peut-être pas aux journalistes, mais quand je suis sur les territoires, mais c'est aux téléspectateurs que vous adressez, monsieur. On habite tous dans un de vos bassins de vie, d'une certaine manière. Ça parlait hier à Chaumont, ça parlait hier à Nogent, ça parlait en Haute-Marne, comme ça parle dans les Ardennes et sur tous les territoires, parce que les gens ont le sentiment d'être reconsidérés, respectés, parce qu'on les associera au contenu politique, opérationnel des stratégies définies. Pour le reste, moi je souhaite que cette région conserve les 3 noms d'Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, parce que ça, effectivement, ça respecte l'histoire de chacun et de chacune. J'ai une installation d'un président à Strasbourg, un DG, un directeur général à Strasbourg, 6 directions, 2 à Strasbourg, 2 à Metz, 2 à Châlons, et le travail respectueux avec les agents de ces 3 administrations qui doivent être effectivement des partenaires. Parlons des agents. Pensez-vous qu'il est possible, qu'il sera possible de faire des économies avec cette réforme? Je parlais des agents parce qu'il peut y avoir éventuellement des suppressions de postes, en tout cas certains les évoquent. Sandrine Bélier. Je pense aux fonctionnaires territoriaux, bien évidemment. 6 ou 7 000 sur la grande région. Les économies que la région va pouvoir faire, véritablement, c'est dans ses choix budgétaires. Oui, je pense que c'est possible. Dans ses choix budgétaires, et quand je vous parlais de rénovation des bâtiments publics, par exemple, ce n'est pas une économie sur les postes salariales. On va avoir besoin de tout le monde pour construire cette grande région. Mais on peut faire des économies sur notre facture énergétique. Patrick Perron? Par exemple. Sur des économies. Comment faire des économies avec cette fusion? Est-ce que c'est possible, selon vous, d'en faire? Si vous me laissez un peu plus de temps pour m'expliquer, vous allez voir que je vais vous donner... Malheureusement, il va pas y en avoir beaucoup. Il faut aller je suis pas en rapidement. avance, là. Depuis le mois de septembre, je dois être très en retard, d'ailleurs. Sur ce débat, c'est l'égalité. Non, parce que, écoutez, on parle de projet de territoire. Est-ce qu'on peut bâtir un projet de territoire en cassant les services publics? Ça, c'est la première des questions. Et c'est le fil rouge de ma campagne. Le service public. On nous annonce 22 000 suppressions d'emplois dans la santé. C'est des postes d'infirmières, d'aides-soignants qui vont sauter. On en aura les répercussions dans notre région. Au niveau national. Bien sûr, mais ça va toucher notre région. Est-ce qu'on va pouvoir bâtir un projet de territoire en supprimant 13 000 emplois de cheminots? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut bâtir un projet de société en continuant à réduire l'AFPA, à réduire le service public du lycée, formation pour les adultes? Faut le préciser, voilà. oui. Et bien voilà, écoutez, voilà, ça c'est le fil rouge d'un territoire, le service public. Après, on peut parler, on a parlé des problèmes des questions de l'emploi. Mais ça aussi, ce sont des emplois très concrets. Je me bats depuis le début, depuis quelques semaines, avec mes amis de Romilly, je vais terminer là-dessus, qui se battent contre la fermeture d'un atelier à Romilly. On a une équité de temps de parole, il faut qu'on avance. 520 emplois de services publics qui disparaissent, c'est l'entretien du TGV. Il n'y a pas besoin d'entretien de TGV. Les emplois, Philippe Richert, les emplois des fonctionnaires territoriaux? Il y a bien sûr demain des économies à faire, mais c'est de façon progressive, parce que c'est clair qu'on a chaque fois 3 directions des finances, 3 directions du sport, 3 directions de la culture. On mutualise. À un moment donné, quand on mutualise, c'est normal qu'on n'ait plus 3 directeurs à la fin, c'est évident. Donc progressivement, il y aura des moyens dégagés. Et ces moyens permettront à la fois de faire des économies et en même temps de s'installer sur les territoires pour aller au-delà de ces 3 sièges, maison du Conseil régional à Strasbourg, à Metz, à Châlons, mais aussi dans les territoires pour être en proximité. Cette proximité permettra d'éviter un certain nombre de déplacements. Des gens qui ont besoin d'aller voir, plutôt que de faire les déplacements de longue distance, ils pourront être au service beaucoup plus rapidement et de façon directe. Florian Philippot, sur cette question des économies, vraiment très rapidement s'il vous plaît, on fera des économies? Oui, c'est une question de choix. Ce sont par exemple, au lieu de subventionner à hauteur de 200 000 € en Lorraine, 150 000 en Champagne-Ardenne, l'accueil des migrants, qui est une question qui est liée au Conseil régional parce que ce sont des subventions régionales. C'est pas comme ça qu'on fait des économies sur le excusez-moi, fonctionnement pour vous, peut-être que global 350 000 € par an, c'est rien. Pour moi, c'est beaucoup.
350 000 euros par an, ça n'est pas rien sur une mandature. C'est beaucoup. Et puis, sans compter le signal qu'on lance, de faire en sorte qu'il y ait des migrants qui arrivent dans des communes, dans des villages, comme ils arrivent en ce moment dans nos 3 régions, sans même que la population soit consultée. Moi, j'arrêterai ces subventions. De la question quand même de l'organisation de l'économie. J'arrêterai ces subventions, puisque vous me posez la question, comme je ferai en sorte qu'il y ait moins de vice-présidence, comme je ferai en sorte que les élus conseillers régionaux, qui sont beaucoup trop nombreux, on aurait dû profiter de cette réforme pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins d'élus. On n'a pas besoin de 169 élus dans un conseil régional, mais qui ne soient pas mis pas du tout au plafond du niveau de leur rémunération d'élu régional. Et puis on va renégocier les contrats, les grands contrats de fonctionnement pour baisser le fonctionnement au bénéfice du désendettement et de l'investissement. Jean-Pierre Messeret. Pas d'économie sur le personnel. Très rapidement, s'il vous plaît. Réduction des indemnités, on peut économiser à peu près 4 millions au moins. Les indemnités des conseillers régionaux. Des conseillers sur ce premier mandat. Et puis c'est dans la stratégie, notamment des politiques de transport, dans les compétences nouvelles que nous aurons, que des économies seront obtenues sans réduire la qualité du service public, bien évidemment, puisque ça sera plus cohérent. Alors, vous avez parlé des transports, c'est important. C'est une autre compétence aussi des conseils régionaux qui doivent gérer. Ça impacte complètement la vie des gens, votre vie au quotidien. Il s'agit évidemment des trains express régionaux et puis aussi, et c'est nouveau, des transports scolaires. C'est un des changements liés à la loi NOTRe qui met en place cette nouvelle organisation de nos territoires. Vous aurez désormais la compétence exclusive du transport scolaire, même le transport des collégiens, alors qu'auparavant c'était compétence des départements. Les lignes bougent donc, Géraldine, sur cette question des transports. Et dans cette grande région, certains départements font payer le transport aux familles, d'autres pas. Qu'est-ce que vous pensez, Florian Philippot? On fait payer les familles ou pas? Non, l'objectif, c'est de faire en sorte d'aller vers le modèle qui soit le plus juste et le plus équitable possible, quitte ensuite à déléguer avec le département parce qu'on pourra le faire. Équitable, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on peut imaginer de mettre en fonction des revenus ou pas en fonction des revenus. Je ne vais pas vous sortir la baguette magique tout de suite parce qu'on récupère des situations qui sont différentes. Mais il est certain. D'ailleurs, ni après, il n'y en a pas de baguette magique. Non, même après, malheureusement, il n'y en a pas. Mais on devra gérer pour qu'on aille vers cette justice sociale. Pour les transports scolaires, on peut déléguer aussi au département. C'est un choix aussi. C'est un choix que nous ferons parce que nous, on tient à l'existence. Oui, s'ils le veulent. On tient à l'existence des départements, qui est une collectivité de proximité, à condition qu'on simplifie tous ces échelons, qu'il y ait moins d'élus partout, parce que sinon, ça coûte beaucoup trop cher. Le transport, c'est le transport scolaire, c'est aussi le TER, c'est le train, c'est le service public. Moi, je voudrais qu'on arrête de fermer des dessertes, qu'on arrête de faire en sorte que la ruralité soit pénalisée. On peut imaginer de maintenir le train et en même temps de développer les minibus, comme ça se fait déjà ailleurs, dans la ruralité. Ils sont moins coûteux, ils sont plus fréquents. On va en parler tout à l'heure du train, mais reste bien sur le transport scolaire. Et puis tout cela, je pense qu'il faut le financer notamment par une nouvelle source qui serait une taxe sur les poids lourds étrangers. Voilà, parce qu'ils contribuent à dégrader nos routes, notre environnement. Ils doivent payer. Alors là aussi, on doit se battre. On doit se battre pour l'obtenir, cette taxe sur les poids lourds étrangers. J'aimerais d'ailleurs qu'on l'obtienne dans la France entière. On a bien vu qu'elle a failli se faire. Mais il faut une volonté. Philippe Richert, en non, Alsace, elle ne voulait pas se faire sur les taxes sur les poids lourds étrangers. Elle voulait faire sur tous les poids lourds, y compris français. Moi, je ne veux pas que les poids lourds français soient impactés parce qu'ils sont déjà en grande difficulté. Une taxe sur les poids lourds, Philippe Richert? Vous ne pouvez pas mettre en place une taxe sur les poids lourds étrangers puisque juridiquement, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle la proposition qu'on fait, après nous être battus, parce qu'on a travaillé dessus, ce n'est pas juste des annonces au moment électoral. Vous battez pour l'écotaxe, c'est pas pareil, ça vise aussi les Français. Non, nous ne sommes pas sur l'écotaxe. J'explique que ce que nous proposons de mettre en place, c'est ce qu'on appelle une taxe de transit. C'est-à-dire que les camions qui passent, qu'ils soient français ou étrangers, et qui sont des camions de transit, ils peuvent être français, ils sont de transit, puis à partir de là, ils contribuent au financement des routes qui sont mises en place ici, notamment par les conseils départementaux. Nous l'avons proposé à l'époque parce que tout simplement à l'époque, c'était ce qui s'est passé au moment de la mise en place de la taxe MAO du côté allemand. Les camions 2-3 000 du côté allemand sont revenus pour passer en Alsace du nord au sud et dégradent nos routes, polluent, etc. Donc on a dit on met en place cette taxe transit. Mais ça veut dire qu'on revient sur la taxe poids lourd, celle qui était prévue au plan national parce qu'elle part des 3,5 tonnes, elle part sur l'ensemble des trafics, y compris locaux de proximité. Donc nous avons proposé de relever ce plafond à partir simplement d'une certaine distance qui est parcourue pour que ce soit effectivement les camions de transit qui payent. Ça permet aussi de financer, permettez-moi de le dire en 2 mots, à la fois les infrastructures ferroviaires, les infrastructures routières et un certain nombre d'équipements sur lesquels il faut qu'on travaille. On va prendre le train, Philippe Richard peut en parler, le TER en particulier avec vous, Mathieu. Sur les transports scolaires. Vous voulez encore dire un mot là-dessus? Vous allez avoir la parole également, Jean-Pierre Messeret, sans problème, pour parler des transports scolaires. Le transport scolaire, alors commençons par cela si vous voulez. Le temps file tellement, on prendra le train un tout petit peu plus tard. Bon, en tout cas, j'ai envie de parler rapidement. Allez-y, Jean-Pierre Messeret. Sur les transports scolaires, mais s'il vous plaît, rapidement. Gratuité ou non? Gratuité ou pas gratuité? Gratuité et comment le financer, et comment financer cette gratuité. Il y a un département qui le réalise, c'est celui de Meurthe-et-Moselle, les Neufchâteaux. Et le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.
Sur une partie seulement. Non. Sur une partie. Donc, sur la gratuité totale, mais financé comment? On va être gestionnaire de tous les transports. Transports par route, TER route, TER interurbain, l'interurbain et le transport scolaire. C'est probablement un budget de 900 à 1 milliard d'euros par an qu'il va falloir gérer avec beaucoup de cohérence. Et cette cohérence donnera plus d'efficacité, une qualité de service public meilleure, et l'économie pourrait être affectée alors à la gratuité des transports scolaires, de façon à réaliser l'égalité de traitement des citoyens selon qu'ils habitent en zone rurale ou en zone urbaine. Bon, vous êtes a priori tous pour la gratuité, Patrick Perron? Ah oui, tout à fait. Oui, D'accord. Donc il faudra trouver... Je suis obligé de vous répondre vite, donc c'est oui. Non, mais c'est parfait, merci. Il faut être conscient Merci du beaucoup. coût qui est derrière, parce que assurer la gratuité et des engagements nouveaux comme ça vient d'être dit, à un moment donné, il faut financer. Oui. Nous n'avons pas les ressources, donc il faut regarder Donc, comment on fait des économies je pour vois bien permettre que vous de financer réfléchissez par les uns ailleurs. les autres à la Il faut faire solution. participer les parents, selon vous. Sandrine J'ai été Bélier. président du Conseil général, j'ai assuré la gratuité au niveau du département du Bas-Rhin, et c'est une dépense très importante. Il faut savoir 1 000 que ça euros par coûte élève aujourd'hui beaucoup au niveau des départements. Il faut a priori, absolument qu'on prenne le train là, cette fois-ci, parce que sinon, la partie transport, on n'y arrivera pas. À vous de nous faire une petite explication de taxe, justement, Sandrine Bélier, mais avec vous, j'ai envie de parler des TER aussi, puisque c'est vraiment le mode de transport en commun que vous privilégiez dans votre programme. Je vais retenir 3 mots. Rouvrir des lignes de TER. Oui. Est-ce que c'est réaliste? Ah oui, je vais vous dire... De train, pas de bus ou de minibus, de train. Hein. Réouvrir une gare, aujourd'hui, le coût financier, c'est environ 3 milliards d'euros. C'est équivalent à 200 mètres de route. Donc, vous voyez, l'argent qu'on investit en Champagne-Ardenne sur la 304... Ça laisse Jean-Pierre Masseret pouvait être... écoutez, L'assistance est très dubitative, oui. Vous irez vérifier les coûts. En tout cas, pour vous, il vaut mieux mettre de l'argent sur les trains que sur les les routes. références. Oui, je pense que la région n'a pas la compétence dans le domaine routier, qu'aujourd'hui elle dépense beaucoup d'argent qui pourrait être investi prioritairement sur le terroir, je vous le dis, encore une fois, ce sont des choix budgétaires. On va bénéficier, on a un budget. On propose aujourd'hui d'avoir, parce que j'étais très surprise. Moi, j'aime bien travailler, regarder quel est l'existant et comprendre les choix politiques. J'ai cherché dans le domaine des transports. Sur aucune des 3 régions, il n'y a de schéma régional des transports. Je crois qu'il va falloir se donner les 18 prochains mois pour véritablement se fixer les priorités avec nos concitoyens, parce que dans 18 mois, on revoit le contrat de plan État-région et qu'on pourra véritablement, et en s'appuyant aussi sur les fonds européens, pouvoir faire le choix du ferroviaire plutôt que le choix du routier. Merci. Bon, Philippe Richard, vous avez tiqué là, manifestement. Deux mots d'abord, parce qu'effectivement, on a mis en place... Est-ce qu'on a la compétence dans le domaine routier? On ne l'a pas. Nous avons mis en place un schéma au travers d'Alsace 2030, ça c'est le premier point. Le deuxième, nous sommes en train de rouvrir une ligne ferroviaire, c'est la demande, nous sommes en train de l'ouvrir. Troisième chose enfin, en matière ferroviaire TER, on peut dire que l'Alsace, globalement, aujourd'hui, au plan national, est reconnue, est reconnue comme étant... Aller en Champagne-Ardenne, c'est terrible. On ne peut pas... Il y a des zones qui sont inaccessibles. Mais parce qu'elles sont très faibles. Elles sont très faiblement Je veux dire que peuplées. l'Alsace est citée aujourd'hui en exemple. Bien sûr, nous devrons, entre les 3 régions anciennes, faire en sorte que nous ayons les moyens de nous déplacer mieux, d'avoir davantage de trains et dans de meilleures conditions. C'est 1/3 du budget de la région Alsace, le ferroviaire, 1/3. Donc c'est aujourd'hui très important, avec un fonctionnement qui, je crois, est reconnu globalement, avec d'ailleurs, il faut le reconnaître, la région Lorraine et Champagne-Ardenne qui, en matière de régularité, est quasiment au même niveau. Nous sommes les 3 premières régions de France. Je veux rajouter une chose très courte, parce que vous m'interrogez sur... sur... il faut qu'on parle des lycées. Poitéron. On parle, tout le monde dit proximité dans les Ardennes. Proximité, il faut revitaliser les territoires ruraux, etc. Quand on réouvre une gare, on revitalise un territoire rural. Et Poitéron, en Champagne-Ardenne, peut en témoigner. Il y a des jeunes qui viennent se réinstaller. Quand vous avez du transport collectif, que vous avez le choix entre la voiture et le TER, eh ben, potentiellement, vous vous éloignez des centres urbains et d'autres travail, et vous pouvez vous installer dans les zones rurales. Bien, il faut qu'on passe au lycée, sinon on n'en parlera pas. Le développement du TER, et en tout cas le maintien des activités. Moi, je vois aujourd'hui, je veux dire, en Lorraine, où on a beaucoup de difficultés dans la liaison avec le Luxembourg, avec des anomalies de parcours, d'électricité, etc. Je reconnais que c'est difficile pour les usagers. Mais ce n'est pas la responsabilité du conseil régional quand un sanglier traverse la voie ferrée et qu'il y a des difficultés, ou quand il y a une panne d'électricité, ou quand ça fonctionne mal au Luxembourg. Et donc la qualité du TER qui est constatable en Champagne-Ardenne, en Alsace et en Lorraine est une réalité. Et il est vrai que
l'Alsace ayant une densité de population à 229 habitants, Champagne-Ardenne à 55 et la Lorraine à 99, les réalités du transport sont un peu différentes pour apprécier globalement la qualité de l'ensemble. Bon, on continue sur les transports. Manifestement, vous avez tous beaucoup de choses à dire. Alors, Florian Philippot, sur la question des TER qui concerne, voilà, beaucoup de gens aujourd'hui le prennent au quotidien, ça les concerne. Bien sûr, il y a quelques investissements importants. Charleville-Givet, par exemple, la ligne est passée de 50 minutes à 1h30. L'électrification de la ligne 4, ça fait combien de temps qu'on en parle ? Alors expliquez-nous pourquoi, parce que tout le monde nous perd dans ce coin-là. C'est parce qu'il y a un manque d'entretien, il y a un désintérêt public. Ne fait pas son boulot. Thionville-Luxembourg, mettre plus de places. On l'a fait récemment. On a mis 1500 places de plus. On peut donc le faire. Mais vous voyez, moi je suis allé dans un petit village. Combien il y a de petits villages comme ça dans nos régions qui s'appellent Novion-Porcien dans les Ardennes. Ils se battent. Ils sont remarquables d'ailleurs. Ils se battent les villageois parce qu'ils ont perdu leur gendarmerie, une classe. Là, ils vont perdre un centre technique départemental probablement. Et comment on fait pour revitaliser ces campagnes, cette ruralité en plus avec le chômage qu'on connaît ? Il y a l'arme, il y a l'outil des services publics. Et les services publics, c'est les maisons médicales, c'est les transports, c'est ces minibus que je veux développer, c'est être capable aussi d'être en coordination avec les autres collectivités et l'État, parce que chacun gère ses services publics. Patrick Perron, on ne vous a pas entendu sur la question des transports ? Vous avez remarqué que vous ne m'avez pas entendu, c'est formidable. Je vais pouvoir dire 2 mots. Non, mais alors, je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être vous surprendre, mais je partage ce que disait Sandrine Bélier. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'on s'est quand même vu avant ces élections-là, on a quand même travaillé sur des projets communs, même si ça n'a pas abouti. Mais en tout cas, il nous reste quelque chose sur le transport. On a des points largement partagés. On s'est vu aussi. Et donc, sur ces transports, là, on parle d'usagers, on a tous sillonné les régions, donc on a cerné un peu ces problèmes. Je vais vous donner un exemple, et je terminerai par quelque chose d'important dont on n'a encore pas parlé. On est dans une région frontalière, d'ailleurs ici aussi, on a 4 pays qui concernent notre région. Pour ce qui concerne le transport voyageurs pour aller au Luxembourg, les frontaliers Luxembourg, la région a fait des choses, bien sûr. Je ne vais pas certainement aujourd'hui dire à Jean-Pierre Masseret, mais tu aurais pu faire mieux. Tout le monde peut toujours faire mieux. Mais il y a un certain nombre de lignes, et c'est vrai que la SNCF est responsable. Il y a des lignes qui sont fermées. Je pense que Jean-Pierre Masseret va s'y reconnaître. Je vais parler de Hayange-Esch. Voilà une région du Luxembourg qui est en train de créer 20 000 emplois et donc qui va créer un afflux important de nouveaux frontaliers. Il y a une ligne qui est fermée par la SNCF et nous, on veut que cette ligne soit rouverte. Il vaut mieux mettre des gens dans le train que sur les routes. C'est le premier point. Le deuxième point, on ne l'a pas abordé. M. Richard a parlé tout à l'heure de transport route. On est pollué par les camions ici. Enfin, vous en avez 17 000 qui passent tous les jours en Alsace et autant en Lorraine, le sillon Luxembourg, Metz, Nancy. Et à côté de ça, on ne parle plus du fret. Moi, j'ai rencontré les cheminots dans cette campagne. Je prends un exemple très concret parce qu'il concerne l'Alsace. C'est le département à côté, c'est le Haut-Rhin. Les cheminots me disaient, il y a 10 ans, on avait 1200 wagons jour de fret. Aujourd'hui, 200. Voilà, il y a des batailles à mener là, avec la SNCF. Il faudra rencontrer M. Pépi. Évidemment que non. Mais il faudra rencontrer M. Pépi pour lui dire, M. Pépi, là, vous allez investir dans vos rails. Il va falloir, parce qu'il faut bien que la SNCF, c'est un service public, il faut qu'il nous aide dans cette... La coordination conseil régional SNCF Fret, bien sûr. Elle existe. Vous êtes obligé de travailler avec eux au quotidien. Tout ce qui est rénovation des voies, ça se fait en partenariat SNCF Réseau et conseil régional. Donc ça dépend des moyens que notamment les conseils régionaux mettent là-dedans. Je peux vous garantir que nous n'avons pas aujourd'hui ici de réseau qui roule à 20 km/h. Il faut qu'on arrive à le faire ailleurs, notamment du côté de Givet, mais pas que du côté de Givet. Mais ça veut dire que dans les contrats de plan, il faut mettre les chiffres précis, il faut de vrais engagements, pas juste un accord de principe. Il faut derrière y aller. Et si nous ouvrons des lignes comme celle de Guebwiller-Bolviller, c'est parce qu'on met des moyens. C'est des choix qu'on fait. Et ça signifie que derrière, il faut mettre les moyens correspondants. Donc aujourd'hui, on ne peut pas juste additionner les dépenses sans regarder ce que ça la donne derrière en matière de choix qui sont à faire. On fait des choix, c'est pour ça qu'on propose les assises de la mobilité de se donner 18 mois, puisque dans 18 mois, nous revoyons le contrat de plan État-région et les financements européens pour pouvoir réaliser cette politique des transports, des assises de la mobilité avec l'ensemble des acteurs, des associations d'usagers et l'ensemble des acteurs des transports pour la grande région. Dans l'année qui suit l'élection, on doit établir des schémas de développement économique, des schémas d'aménagement, de développement durable. Ces questions seront forcément au cœur des débats de l'Assemblée territoriale de demain. Une conclusion ? Non, encore sur ces trains ? Vous n'êtes, Ah, mais il y aurait beaucoup à dire, parce qu'on n'a pas parlé du fluvial. Le fluvial, les compétences de la région, le fluvial. On a une compétence transport.
Donc il y a un moment, compétence est-ce que la train. route est de la compétence de la région? Ça n'a pas l'air de vous choquer que nos conseils régionaux investissent l'argent public de la région dans des projets routiers alors qu'ils n'en ont pas C'est la l'accompagnement compétence. du développement économique. Mais par contre, si Oui. vous voulez, sur le Philippe Richard. TER, il y a un Mais principe dans que une je vision- souhaite Non, essayer. je ne peux pas vous laisser continuer parce qu'il nous reste 12 minutes fallait pas nous d'émission. relancer. C'est vous qui avez relancé. Surtout sur une question On répond. aussi importante que celle des c'est Parce qu'il faut qu'on passe à la dernière séquence de cette émission. On va vous entendre les uns et les autres sans débattre cette fois-ci. C'est votre minute pour convaincre. L'ordre a été déterminé par tirage au sort. Et c'est vous, Jean-Pierre Masseret, qui commencez. Une Bien. minute. Une minute, me dites-vous. Je fais confiance à mes concitoyens de Champagne-Ardenne, d'Alsace, de Lorraine, pour observer la proposition que je leur fais. Un vrai projet, parce que je crois à cette nouvelle région, je crois à ses potentiels, je crois à la territorialisation des politiques qui redonne la main aux acteurs publics et privés, aux citoyens, dans la réflexion, dans la décision, dans le suivi. Je réhabilite le fonctionnement de la République de proximité. On refait vivre la démocratie telle que ses citoyens l'attendent et on essaie de régler, de réduire le fossé entre l'élu et le citoyen dans le post-électoral, de telle sorte que chacun soit en responsabilité, en effet, comptable de sa vie quotidienne dans laquelle il participe et de proposer à nos enfants et petits-enfants un véritable projet d'avenir pour cette nouvelle région. Philippe Richard. C'était la fin de votre minute. C'était la fin de votre minute, donc vous l'avez comprenez parfaitement le C'est pas respecté. nécessairement ce que nous avons souhaité, vous le savez bien. Au-delà, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous devons construire le futur, et le futur durable, sur des bases solides. Pour le construire, nous devons demain, dans cette région, à la fois nous occuper du quotidien, de la proximité, comme par exemple le transport scolaire, mais en même temps donner de la vision sur le moyen et sur le long terme. Et ceci dans des domaines qui concernent nos concitoyens, la mobilité, la formation, le développement économique et donc l'emploi. Nous sommes sur des sujets très importants. Et donc cette grande région demain, nous devons lui donner une cohérence sur la base des identités actuelles, parce que c'est vrai que Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, c'est des réalités, mais en même temps considérer qu'il faut donner une identité nouvelle sur des réussites communes, et ceci nous pouvons le faire en partenariat avec les départements, en partenariat avec les acteurs locaux, agglomérations, les intercommunalités, et en même temps avec le souci de se poser simplement la question au niveau de nos concitoyens. Quelle équipe voulez-vous pour conduire demain l'avenir de cette région? Aujourd'hui, c'est le Front National ou nous. Voilà, le gong, vous l'aurez compris, signifie que votre minute est terminée. Philippe Richert, Florian Philippot, à vous d'avoir une minute de conclusion pour convaitre. On va renclencher un chronomètre et ça se terminera par un gong. C'est à vous. Oh, cette fusion des régions, vous savez, on l'a combattue, mais elles resteront là. Notre Alsace, notre Lorraine, notre Champagne-Ardenne. J'aimerais d'ailleurs qu'on puisse se réunir de manière informelle entre élus, anciens formats, pour parler aussi de ces questions culturelles, ces questions d'identité qui nous sont chères, le développement des langues régionales, la question du maintien, de la préservation du concordat et du droit local tels qu'ils sont, et non pas étendus, mais tels qu'ils sont et non pas restreints non plus. Vous voyez, c'est ça, je pense qu'il faut bien l'avoir en tête, parce que peut-être qu'un jour cette fusion se défera. Mais tant qu'elle est là, on la gérera dans un esprit de justice, d'équité, d'équilibre entre les territoires. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de perdants, je ne veux pas qu'il y ait de départements perdants, de ruralité perdants, de petites communes perdantes. Et puis, on peut tellement faire de choses pour nos artisans locaux, nos agriculteurs, pour faire le patriotisme économique. On peut améliorer la sécurité de nos lycéens aux abords des lycées. On peut arrêter de financer l'accueil des migrants, parce que je pense que c'est irresponsable du point de vue de la sécurité et irresponsable du point de vue des finances publiques. On peut faire beaucoup de choses pour aller vers l'avenir, l'innovation. Et je crois que cela, on le fera ensemble. Alors n'écoutez pas ceux qui essaieront de vous faire peur. Ils l'ont fait pour les municipales, ça n'a pas fonctionné. Ensemble, dans plusieurs régions de France, on va choisir le vrai changement. La parole du PS. est à Patrick Perron qui avait tiré le numéro 4. J'ai du retard, non? Non, allez-y. Ah, bon, d'accord. Non, vous avez le même temps de parole que les autres. C'est très bien. Non, le 6 décembre, il y aura un choix qui va être fait. Et j'appelle les électeurs à ne pas se tromper de colère. Parce que vous voyez, on partage des valeurs, mais tout le monde ne partage pas les mêmes valeurs. La France, c'est liberté, c'est égalité, mais c'est aussi fraternité. Monsieur Philippot, vous l'oubliez des fois, ce dernier mot de fraternité, quand vous essayez de pratiquer l'exclusion. Donc, ce premier tour, vous allez être amené à voter pour
pour des gens qui vont porter des valeurs et qui vont porter des projets. On en a débattu ici, on a oublié un peu la culture, mais c'est aussi une de nos préoccupations. Alors, soit vous allez voter pour des gestionnaires de l'austérité, soit vous allez voter pour des élus qui vont se battre comme ils le font au quotidien. Je suis le seul maire ici, le seul élu de proximité au quotidien pour changer vos vies. C'est pour ça que le titre « Nos vies d'abord » résume bien cette façon de faire de la politique avec les citoyens au plus proche de leurs préoccupations. Et aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que les gens sont un peu déboussolés parce que la politique nationale influe énormément sur les choix qui vont être faits. Le gong a retenti. Sandrine Bélier. Ça a été dit, c'est vrai que cette nouvelle grande région, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, c'est un peu le fruit d'un mariage forcé. Mais bon, là, le mariage a été acté, donc il faut rappeler que nos destins sont liés. Et moi, je pense que nos concitoyens, il faut bien dire aux habitants du Grand Est qu'ils ont le choix, choisir ou subir. Et que le premier acte dimanche prochain, c'est d'aller voter, de tous aller voter, pour reprendre la main sur leur destin et pouvoir être acteurs de cette nouvelle région. Et au-dessus des politiques régionales qui ont pu être menées, aux personnes qui sont en colère, moi je dis qu'il y a une autre voie pour le changement. Il y a une autre alternative. Il y a une alternative, celle de l'espoir, celle de l'emploi, celle qui fait de l'emploi et du climat un même combat. Parce que quand on lutte contre le dérèglement climatique, on crée de l'emploi sur notre territoire, de l'emploi non délocalisable, de l'emploi durable. Tout le monde a parlé beaucoup d'écologie. C'est vrai que c'est un enjeu très très important. Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui voudraient le faire. Merci à tous les 5 de vous être exprimés lors de cette minute de conclusion. Vous étiez 5 sur ce plateau, mais il y a 9 listes pour ces élections régionales en Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Également la liste de Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan, liste menée par Laurent Jacobelli. Également la liste régionaliste, non à la CAL UNO Région, menée par Jean-Georges Trouillet. La liste de l'Union populaire républicaine menée, elle, par le Vosgien David Wenzel. Enfin, la liste Lutte ouvrière menée par Julien Vostine. Tous les 4 donc n'étaient pas présents sur ce plateau aujourd'hui, mais vous allez pouvoir les entendre tout de suite, tous les 4 dans cet ordre justement alphabétique. Jacobelli, Trouillet, Wenzel, Vostine, écoutez-les. Nous sommes très heureux de présenter une liste dans la nouvelle grande région Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, tout simplement parce que je pense qu'il faut changer la classe politique qui dirige nos régions depuis trop longtemps. Cette alternance UMP-centre, PS extrême-gauche n'a rien donné. Notre région a un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, le taux de natalité est inférieur à la moyenne nationale, le niveau de diplôme est inférieur à la moyenne nationale. Or, il y a des compétences importantes dans la région. Il faut maintenant des hommes et des femmes de bonne volonté, des gens courageux, de bon sens qui reprennent les rênes. Première mesure importante, nous ne croyons pas en cette grande région. Plus on est loin des gens, moins on comprend leurs problèmes. Il faut revenir à une politique beaucoup plus proche. Et nous proposons d'avoir 3 vice-présidents. Un pour la Champagne-Ardenne, un pour l'Alsace, un pour la Lorraine. Et chacun s'occupera des problèmes quotidiens de sa région. Deuxièmement, ça va peut-être vous surprendre, mais nous allons remettre les élus au boulot. Parce que les premiers qui doivent se retrousser les manches aujourd'hui, ce sont eux. Et tous nos élus ne seront payés qu'en fonction du temps de présence au conseil régional. Et nous avons fait très attention d'avoir des élus intègres, des élus propres. Et d'ailleurs, beaucoup d'élus locaux nous ont rejoints sur notre liste. Alors, notre objectif prioritaire pour cette élection régionale, c'est de déconstruire, du moins que cette région ACAL, cette méga région ACAL, ne voit pas le jour. Parce que finalement, personne n'en veut. 85% des Alsaciens sont contre, 70% des Champenois et Ardennais sont également contre, et 70% des Lorrains sont contre. Nous sommes la liste qui portons ce message-là, et nous nous engageons, si nous sommes élus, à faire en sorte que nous retrouvions nos régions dans leur périmètre originel et surtout que nous leur donnions plus de moyens et plus d'autonomie. Tout le monde voit qu'il n'y a pas de cohérence entre ces 3 régions. L'autre chose, c'est qu'elle n'apportera absolument aucune économie. On sait que si on prend déjà la question des indemnités des élus, elles progresseront de 30%. Ça nous coûtera 6 millions d'euros sur 5 ans. Et ensuite, il faut qu'on ait des régions qui correspondent à des réalités. Et aujourd'hui, cette ACAL ne correspond à aucune réalité. Tout le monde connaît Champagne-Ardenne, tout le monde connaît la Lorraine, tout le monde connaît l'Alsace. Ce sont des régions qui ont des réalités, qui sont ancrées dans le réel des gens. Et c'est là-dessus qu'il faut construire. Et c'est là-dessus qu'il faut donner des politiques qui puissent créer de l'emploi et puis créer du vivre ensemble. L'idée principale de l'Union populaire républicaine, en fait, c'est de rendre la démocratie aux citoyens. Donc, en fait, on commencera au niveau régional en instaurant le référendum d'initiative populaire afin que les citoyens aient un véritable outil pour nous proposer eux-mêmes leurs lois. Ensuite, nous comptons réorienter massivement les aides vers les PME, les TPE et les métiers de l'artisanat.
Tout simplement parce qu'on considère qu'il n'y a pas de raison que ça aille toujours dans les grandes structures et également car c'est des structures où les citoyens, enfin les entrepreneurs sont vraiment très engagés personnellement et on considère qu'il faut vraiment les soutenir. Également, nous proposons de lutter contre la privatisation des services publics et notamment d'informer le grand public des projets de privatisation qui nous sont imposés par la Commission européenne. Ensuite, donc, pour tout ce qui est projet excessivement coûteux, comme à l'UPR, nous voulons justement rendre la démocratie aux citoyens. Ce qu'on propose, nous, c'est de justement faire des référendums pour que les citoyens puissent eux-mêmes choisir où sera utilisé leur argent public et dans quel but. Nous, on souhaite faire entendre le camp des travailleurs. On pense qu'il est indispensable dans ces élections que les travailleurs puissent se faire entendre, puissent mettre en avant leurs propres exigences, leurs intérêts en tant que classe. Aujourd'hui, la préoccupation principale des classes populaires, c'est ce chômage qui n'arrête pas d'augmenter. Alors il faut interdire les licenciements, il faut répartir le travail. Il est complètement aberrant que dans une société où il y a 5 millions de chômeurs, on explique à ceux qui ont du travail qu'il va falloir travailler plus, que 35 heures par semaine c'est pas assez, que 42 ans de cotisation c'est pas assez. Alors oui, il faut interdire tous ces licenciements, tout ce chômage de masse et il faut répartir le travail entre tous pour que tout le monde puisse vivre correctement. C'est ça aujourd'hui la préoccupation dans les classes populaires et dans ces élections, ben oui, on souhaite que les travailleurs ils se fassent entendre, ils défendent leurs intérêts, ils mettent en avant leurs exigences et on sait bien que c'est pas un bulletin de vote qui pourra changer la vie, il faudra des luttes sociales pour cela, mais déjà, ne pas se taire dans ces élections, pouvoir s'exprimer, c'est un premier pas pour se préparer demain à rendre les coups, à se faire respecter par rapport à ces capitalistes qui sont en train de nous pousser de plus en plus vers la misère. Et c'est la fin de ce débat d'avant-premier tour des élections régionales. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cet exercice. Merci. La campagne, elle prend fin vendredi soir à minuit. Donc d'ici là, vous aurez encore les uns les autres des réunions, des meetings pour être auprès de vos futurs électeurs. Je vous rappelle donc ce premier tour des élections régionales, c'est dimanche 6 octobre. Non, et les décembre. Vous avez retenu quelque chose. Voilà, c'est donc le 6 décembre. Et les rédactions de France 3, Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine seront évidemment mobilisées. On vous donne rendez-vous dès 19h dans le journal régional. Puis toute une soirée électorale se déroulera à partir de 20h15. Mathieu, Vincent, on se dit à bientôt. Tout de suite, place à l'actualité avec le Grand Soir 3 de la rédaction nationale. Bonne fin de soirée à tous. Non, c'est avant.